Voilà, maintenant c'est officiel. Manon est backup de Shevchenko contre Grasso. Une grosse question très intéressante selon moi, et donc c'est pas une question qu'on a pris dans les commentaires, c'est moi qui vais te la poser, c'est comment se préparer à un backup. On fait ça juste après l'intro pour cet épisode du Point D présenté par Metalbox. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Entraîne-toi avec le bon matériel. Depuis plus de 25 ans, Metalbox est LA référence française des sports de combat. Découvre la gamme pour coach et combattants sur metal-box.com et profite de 25% de réduction cet été avec le code promo FightMinds. Avant de commencer, on remercie de nouveau Metalbox. Franchement, j'aime bien, c'est stretch comme ça, il y a moyen de s'entraîner avec. Le matériel pour les coachs, on a déjà parlé, c'est vraiment top de chez top. Donc profitez-en les amis, on a un lien en description, c'est encore moins 25% avec notre code promo jusqu'à la fin de l'été. Et on se rapproche de la fin de l'été, donc il faut commencer tout doucement à se dépêcher. Aldric, bon, c'est officiel, Manon, backup, c'est une première. Il y a une complexité, je pense, à se préparer à un backup, parce que autant quand on a un adversaire et qu'on sait que le combat a lieu, on est en single focus, on peut se préparer avec des sparring partners particuliers, on peut faire un seul game plan et travailler uniquement là-dessus. Ici, il y a un genre de 50-50. On se prépare à moitié pour un, à moitié pour l'autre. Il y a toujours une incertitude. La seule certitude, c'est que je dois faire le poids la veille. Raconte-moi un peu les challenges que ça peut représenter et les différences que ça représente de se préparer à un backup par rapport à un combat sûr, hors blessure évidemment. Première des choses, avant de rentrer dans le concret, je voulais expliquer un peu le contexte parce que on est dans un contexte où Manon, elle a fait sa demi-finale. Parce que souvent, on utilise ce terme demi-finale mondiale, machin, truc, chouette. On sait que ce genre de sport, c'est pas la méritocratie, mais quand même, au bout d'un moment, quand tu as essoré toute la caté, et c'est ce qu'a fait Manon avec Blankfield, avec toutes les filles qui arrivaient, tu sais que tu mérites la ceinture, l'UFC te le dit. Mais il se passe qu'il y a ce combat. Alors, c'est vrai que Valentina a été très incertaine. On sait qu'elle a raté le face-off. On sait qu'elle voulait pas faire ça pendant la noche. Voilà, je vais pas revenir sur ce contexte-là. Je vais revenir sur ce que Manon et sa team ont plutôt pensé. Manon a souhaité très tôt dans l'orientation se diriger vers le backup parce que ça lui permettait d'être active, de trouver une source de motivation pour faire un camp et pour continuer à progresser. Mais effectivement, c'est un camp qui est difficile à orienter tant au niveau sparring parce que tu as à peu près la même taille des deux filles. Donc ça, en termes de gabarit, j'ai envie de te dire, c'est pas très différent. En termes de rythme, non plus, c'est pas très différent. Les deux, c'est pas des rythmes hyper prolifiques, même s'il y a un avantage, sans regarder les chiffres, hein, je les ai pas vus depuis longtemps, mais je donnerais un petit avantage à Grasso sur le rythme de frappe effective. Et après, tu as quand même des grosses différences. Tu as une Valentina qui est gauchère, qui est une contreuse et qui, sur ses derniers combats, parce que, pareil, il faut pas travailler sur les souvenirs. La legacy, c'est pour la retraite. Quand tu travailles sur un adversaire, il faut regarder ce qu'il fait récemment, lors de ses 3 derniers combats. Et on a vu souvent, quand même, que la win condition de Valentina Shevchenko, c'est les liaisons de boussole et c'est des rounds qu'elle va gagner au sol très souvent. Pour ceux qui voudraient s'en persuader, on sait que si on analyse les différents rounds qu'il y a eu entre Grasso et Shevchenko, c'est Shevchenko qui en a gagné le plus et que souvent quand elle les gagne, c'est sur des liaisons aussi de boussole avec des takedowns réussis qui ont été faits de sa part. Il en est de même sur Choukagian, sur sa victoire sur Serminara Choukagian, il en est de même pour Andrade. Je veux dire, quand elle a battu, c'est sur ses derniers combats des filles, c'était très rare qu'elle fasse une guerre 100% debout. Souvent, elle se servait de ses liaisons, notamment contre des filles qui sont fortes en striking. Donc ça, c'est gauchère, contreuse, utilisatrice du backfist, même en reculant, ce qui est très rare, et plutôt orientée sur le gain des rounds en liaison de boussole. À côté de ça, tu as Grasso qui est styliste mexicaine, plutôt orientée anglaise, mais qui commence à sortir des kicks aussi à son arsenal, qui elle aussi incorpore souvent quand même le grappling, et notamment souvent le même grappling, la prise de dos. C'est vraiment quelque chose de récurrent. Joanne Wood, bien évidemment Shevchenko la première fois. victoire. Ouais. Donc voilà, à ce niveau-là,
il y a des styles diamétralement opposés, mais il faut aussi se dire que c'est pour les deux. Si tant est que dans ces mois et dans ces semaines qui sont maintenant, je veux dire, en général, dans une prépa, on se blesse jamais au 3e mois, au 2e mois. Quand il y a blessure, dans 90% des cas, c'est sur le dernier mois de prépa, qui est le plus intensif, qui est celui où il y a une restriction calorique, qui est celui où Une fatigue il y a cumulée. un seuil de fatigue qui a été cumulé, effectivement. Donc, c'est maintenant que ça va se jouer. Cela étant, je pense que la préparation, il faut la travailler différemment, puisque quoi qu'il arrive, ce sera une surprise pour tout le monde si Manon combat, mais aussi bien pour le public que pour nous du coin, que pour l'adversaire. Donc là-dessus, très honnêtement, on sait que l'avantage principal qu'a Manon sur ces deux adversaires potentiels, c'est en un, le gabarit, en deux, je vous invite à utiliser le raisonnement que moi j'ai fait pour Valentina et pour Alexa, c'est-à-dire regarder les 3-4 derniers combats et essayer de le juxtaposer, de le faire pour Manon, et on va se rendre compte de quelque chose. C'est pas la même Manon, à aucun combat. C'est-à-dire qu'il y a des setups différents, des coups utilisés différents, des façons de gagner les rounds différentes, des volumes différents, et surtout des dimensions de combat qu'elle n'allait pas chercher avant, qu'elle va chercher aujourd'hui, comme le cage control ou même les takedowns. Donc, je pense que là-dessus, en tout cas, nous, on a décidé de travailler sur ce que fait Manon et pas comment on allait travailler. Pas comment. C'est vrai que précédemment, on se disait toujours, on l'a dit pendant les coach talk, qu'est-ce qu'elle ferait pour nous battre. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui a été pris en considération sur les deux adversaires, mais là, on s'est plutôt focus sur le style de Manon et comment l'imposer. Voilà, c'est la voie qu'on a décidé de choisir, de façon à ne pas être surpris si c'est gauchère ou droitière, ou si c'est quelqu'un qui recule ou plutôt quelqu'un qui avance, et avec toutes les différences qui peuvent être incarnées par ces deux adversaires. Donc on a plus orienté sur le style de Manon que sur la disponibilité et physique et technique de Manon que sur des accès de game plan plus approfondis. Je pense que c'est intéressant pour une raison supplémentaire. Que ce soit pour Grasso ou pour Shevchenko, leur préparation sera quasi en 100-0. Elles vont pas commencer à se concentrer. Ah, il y aura peut-être un remplacement en dernière minute. Je dois me préparer pour Manon. Peut-être en 90, elles font peut-être un aparté. Et donc, ce que tu dis est très juste. Si on a une des deux qui saute et que le combat se fait, la partie préparée contre Manon sera très courte, très éphémère, et donc elle aussi viendrait dans la cage en mode je vais faire parler mes forces, j'ai pas travaillé pendant des semaines un chemin vers la victoire spécifique à Manon. Et donc là, ce genre de combat deviendrait très vite force contre force, naturelle, non préparée. Ça peut donner des combats intéressants. Attends, j'aurais dû préparer cette question avant, mais à l'UFC, est-ce qu'il y a déjà un backup qui a été nécessaire en très short notice? Pour l'instant, je crois pas. Dans l'histoire des backups, on a un plus ou moins, c'est pas un faux backup, hein. C'est un backup surprise qui était Mateusz Gamrot. Je crois que c'était pour le dernier. Contre Islam et Charles Oliveira. Mais Charles Oliveira a sauté, c'est Volkanovski qui est venu et c'est pas, Gamrot est resté backup, exactement. En fait, juste du nouveau combat. C'est ça. C'est pour ça que je me suis permis de dire backup un peu clandestin, tu vois, c'était un peu bizarre comme backup. Sinon, non, je crois qu'au moment où on se parle, il n'y a pas eu de backup qui rentrait directement là-dessus. Par contre, il y avait déjà eu des mauvaises surprises, c'est-à-dire des combattantes qui prennent un combat et qui, alors qu'elles sont officiellement titulaires à la ceinture et qui prennent un combat de remplacement entre guillemets et qu'ils perdent. Ça a été le cas de Joanne Wood d'ailleurs, qui a pris sa retraite récemment et qui a gâché un peu sa chance sur le titre. Elle a été first contender, elle a voulu prendre Maia parce que Valentina était blessée et elle a perdu contre Maia. C'est ça qui a donné le title shot à Maia. Donc il y a des exemples pour les garçons aussi là-dessus, mais il n'y a pas vraiment d'exemple de backup qui serait rentré dans le deal. Après, là, ce qui est sûr, c'est que s'il n'arrivera pas ce qui est arrivé à Gamrot. Comment dire, à Gamrot. Si ça saute, c'est sûr que c'est Manon, c'est acté. Après, c'est quelque chose de spécifique, mais pas de très compliqué, puisque, comme je l'ai dit précédemment, c'était dans la logique et c'était demandé par l'athlète. Et donc voilà, ça légitime la position de Manon. C'est ce qu'elle voulait faire. Choisir entre ça et prendre quelqu'un de pas très bien classé à l'UFC Paris, sur lequel il n'y avait pas d'enjeu sportif,
que du risque. Bah, je pense qu'effectivement, après 7-0 à l'UFC, il n'y avait pas lieu d'aller chercher une huitième victoire en dehors du titre. Et je pense que c'est même pas pour la défaite, parce que moi je suis persuadé, et je le redis encore au micro de Fight Mind, je pense qu'elle roule sur toute la division aujourd'hui. Il y a trop d'écart entre. Et c'est même pas de l'écart de niveau, hein, c'est de l'écart d'investissement. Quand je la vois s'entraîner, je reste. Je reste bouche bée à chaque fois de l'intensité qu'elle met dans ses entraînements et surtout des progrès qu'elle en récolte. Mais je pense qu'il fallait surtout pas aller faire ça parce que mine de rien, une prépa et un combat, c'est des risques de blessures. Et puis voilà, quoi qu'il arrive, ben, si c'est pas, dans les 2 prochaines semaines il n'y a pas de blessure, effectivement les risques que Manon combatte seront infimes puisque elles ont jamais raté de poids les deux. Néanmoins, il suffit d'une fois. Hein, pareil. Je fais appel à votre mémoire courte. William Gomis, intoxication, staphylo, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer plein de choses dans une fight week. Ça me fait penser à une question ici. Si une des deux rate le poids et que Manon réussit le poids, elle prend la place ou il y a une possibilité que Alors, je vais être Grasso très réussit franc, le poids, Shevchenko rate, le combat se fait quand même, mais Shevchenko n'est pas éligible à la ceinture, ou alors l'UFC va préférer dire non, nous on veut qu'il y ait un combat pour la ceinture, c'est Manon qui prend la place. Écoute, normalement, et si ceinture il y a, ça doit être Manon qui fait le combat. Après, tu sais, à l'UFC, tout ce qui peut se passer en coulisses, des fois on n'est pas. Tu sais, j'aime bien moi dire la vérité aux gens qui nous écoutent. Il y a possibilité de négocier avec cette organisation, cette institution. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas la possibilité de leur imposer quoi que ce soit. Ça, c'est totalement faux. Ils font ce qu'ils veulent. Et non, mais il y a vraiment un moyen de dialoguer. Ça, honnêtement, je vais pas dire le contraire, puisque ce backup a été fait sur de longues semaines, avec un dialogue, vraiment, avec de l'écoute quand même, de la part de l'UFC. Donc on peut dialoguer avec eux, mais après, honnêtement, à l'instant T, c'est eux qui vont prendre la décision, et que ce soit avocat, manager, entraîneur, il y aura aucune façon de pouvoir pousser de quelle façon que ce soit, c'est eux qui décideront. Mais sur le papier, d'un point de vue purement, comment dire, circonstancié, normalement, si le poids est raté, c'est Manon. Ok, ça fait sens parce que du coup tu as un vrai title fight et t'as pas cette situation bizarroïde qu'on avait eu notamment avec Robert Whittaker et Romero ou Charles Oliveira et Justin Gaethje où voilà t'en as un qui fait pas le poids et donc il y en a que un des deux qui est éligible à la ceinture. Quand on a l'expérience, on sait facilement l'expliquer, mais pour les nouveaux fans, c'est bizarre, c'est compliqué. Il y a une certaine complexité à ce genre de situation. Donc pour l'UFC, c'est peut-être plus facile de dire dans ce cas-là, non, c'est Manon contre Grasso, celle qui gagne à la ceinture. Tout le monde connaît ça. Donc on sait d'un point de vue mental, c'était assez compliqué. Une fois que l'annonce a été officielle, ça a été un soulagement pour vous d'être fixé. En fait, c'est juste en toute objectivité. Moi, je pense que c'est la juste récompense de sa carrière à l'UFC, et c'est vraiment en ce sens qu'il fallait que ce soit acté. Après, pour le reste, c'est une épreuve de plus qui permet au moins de patienter, si tant est qu'il n'y a pas le title fight au mois de septembre, de patienter sur la fin de l'année ou sur le début d'année prochaine. Mais c'est vraiment comme ça que l'équipe l'a pris. C'est-à-dire que c'est une légitimité. Donc je pense que c'est bien pour Manon de l'avoir eu. Moi, personnellement, je trouve ça bien pour elle, pour que mentalement ce soit acté et qu'elle puisse déjà se préparer, si tant est que c'est pas le 14 septembre, que c'est fin décembre ou fin janvier ou fin février. Ça lui donne déjà une façon de se mettre dedans, et elle sait pourquoi elle travaille, et elle sait pourquoi il y aura peu de moments de relax sur ces prochaines semaines et ces prochains mois, quoi qu'il se passe en septembre. Et ça lui permet, il y a ça qui me plaît beaucoup, et il y a quand même, et ça tu es très bien placé pour le savoir, on voit jamais la même chose à la télé qu'en réel. Là, c'est aussi la. C'est marrant. C'était ma toute dernière question. Donc vas-y. Le fait de voir le combat sur place, en quoi est-ce pourrait être? C'est jamais la même chose. Tu sais, à la télé, tu vois ça plus costaud, plus rapide, plus tout ce que tu veux. Des fois, quand tu vois les gens en face, t'es pas déçu, hein, parce qu'on n'est jamais déçu, on n'analyse pas, mais tu dis ouais, et là, je pense que pour prendre les dernières, quoi qu'il arrive, c'est où elle se bat pour la ceinture, où elle va voir en live sa future adversaire. Et quand tu la vois en vrai, même si elles se sont déjà vues avec Grasso parce qu'elles ont participé
au même événement il y a quand même pas mal de temps. C'était le troisième combat. Ben, c'était le fameux combat contre Maya, où Grasso affrontait Wood, justement, qu'elle a pris le dos et étranglé après l'avoir sonné, si je dis pas de bêtises. Et, et du coup, elle avait vu qu'elle était quand même beaucoup plus costaud et physique qu'Alexa, qui remontait en fait de la KT52. Et elles se sont déjà croisées aussi avec Valentina. Donc, au niveau du gap physique, elle le sait déjà. Après, je pense que c'est vraiment bien de pouvoir être aux premières loges pour voir le dernier combat de la fille que tu vas affronter. Et ça, je parle de ça dans le cas où tu combats pas, bien sûr. Je pense que ça met vraiment toutes les chances du côté de Manon pour sa ceinture, si tant est qu'elle ne soit pas le 14 septembre. Ouais, parce que j'étais justement en train de parler, de penser à ça pendant que tu parlais, en me disant, ah, mais en fait, le fait d'être sur place, en bord de cage pour voir le combat, ça te donne vraiment un réel aperçu de ce que ça donne en combat, parce que comme tu l'as dit, sur les caméras, il y a certaines choses dont on se rend pas compte, et ça peut aller, selon moi, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Je vais prendre l'exemple de Cyril contre Spivak. Le fait d'avoir pu commenter ça en bord de cage, je me suis rendu compte à quel point Cyril était rapide, précis, avait une gestion de la distance incroyable. On le voit à la caméra, mais c'est d'autant plus impressionnant en live. Et j'ai pas cité d'exemple, mais effectivement, il y a beaucoup d'exemples où quand tu regardes en direct, en bord de cage, t'es là, tu fais, ah, en fait, c'est moins impressionnant Je suis d'accord avec toi. qu'à la caméra. Il y a un peu des deux, et donc le fait d'être en bord de cage, au moins, t'as la réalité. Que tu sois impressionné positivement ou tu dis au final c'est moins impressionnant que ce que je pensais d'avoir vu ça au travers d'une caméra, au moins tu as un meilleur indicateur par le fait d'être sur place et comme tu l'as dit, je pense que le fait d'être backup ici, ça rajoute encore un argument pour que Manon soit la prochaine contre la Ça vainqueur. Ça fait de la data, ça légitimise et ça lui permet de rester focus sur son entraînement. Donc pour ces trois catégories, c'était validé à 100% de la part de l'équipe. Parfait, parfait. Petite question qu'on avait posée à Manon dans notre interview, je te la pose à toi. Est-ce qu'il y a une petite préférence entre Grasso et Shevchenko comme prochain adversaire pour le challenge, que ce soit pour le challenge sportif, moi personnellement, de stratégie ouais, moi je vais te le dire franchement, je préférais Shevchenko parce que je sais qu'elle va arrêter. Et si maintenant elle veut l'épingler à son palmarès, je pense que c'est maintenant ou jamais. Je pense que si elle perd, c'est terminé. Shevchenko, elle ne recombattra pas. Donc, Grasso, elle est jeune. Elle est un petit peu plus jeune que Manon. Je crois qu'elle a 32, si je dis pas de bêtises. Ou 31. Donc, quoi qu'il arrive, elle va les chemins peuvent se recroiser. Tu vois? Donc, quitte à choisir moi, juste pour la carrière de Manon, je me dis, voilà, épingler Valentina parce que, mine de rien, Valentina, elle n'a pas perdu beaucoup dans la KT, tu vois. Donc, elle a perdu que contre Grasso et dans la catégorie 61 contre Nunes. Donc voilà, même si effectivement la légende elle est un petit peu effritée par Tayla Santos et la split en Malaisie, malgré tout ça reste un grand nom de ce sport. Et si je dois choisir, moi j'aimerais bien voir un Shevchenko-Fiorot. J'ai nuancé positivement en disant Shevchenko qui bat Grasso ici en septembre, ça relance un peu la machine. Il faut juste espérer encore que ce soit pas une split controversée parce que là effectivement il y aura toujours cette discussion de elle est en déclin, etc. Si elle bat de manière convaincante Grasso, tu prends vraiment la Valentina Shevchenko avec son nom. T'es pas en train de prendre Tony Ferguson aujourd'hui, tu vois. Je suis d'accord. Ça fait un gros nom. Au même titre que si Grasso est convaincante ici, alors certes, t'accroches pas le nom Valentina Shevchenko qui automatiquement devient une légende du sport à sa retraite, mais tu accroches celle qui aura battu une fois par finish, une égalité et puis rebattu de manière convaincante Shevchenko, ça devient un bon nom à accrocher aussi. Donc ça reste un win-win en fait. Je pense que c'est un dilemme de bon choix. C'est comme ça qu'on peut appeler. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Voilà. Parfait. Aldric, merci pour toute cette transparence. Ça fait plaisir de pouvoir aborder un sujet qui est très, très, très niche, très rare. Il n'y a pas beaucoup de combattants qui ont été backup, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent parler de cette expérience et un peu des coulisses. Donc je pense que, en tout cas, moi j'ai apprécié pouvoir poser cette question, toutes ces questions, et j'espère, dites-le nous en commentaire, que tous ceux qui ont regardé cette vidéo ont apprécié également. Aldric, à très bientôt.